Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur X-Space, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyen. Mesdames et messieurs, bonsoir et une fois encore, merci d'être dans ce débat de cité sur le thème État, tradition, us, coutume en Afrique. On n'a pas fini de s'interroger, on n'a pas fini de se questionner et on n'a pas fini véritablement d'aller scruter dans les coins et recoins de notre existence, de notre environnement, de nos rapports en tant qu'hommes, dans le cadre de la société, dans le cadre de la communauté, dans le cadre de la religion, pour nous rendre compte aujourd'hui que nous sommes des sociétés anciennes de jadis, mises en place dans un contexte qui lui-même a évolué avec ces hommes, avec ces femmes, avec l'ensemble de ces composantes sociales qui nous donnent l'occasion aujourd'hui d'apparaître jamais comme nous n'avons été et jamais comme nous ne devrions l'être et encore plus jamais comme nous pensons l'être. Il faut juste rappeler que nos sociétés anciennes sont nées à une époque des empires, à une époque des royaumes, à une époque où véritablement nos communautés étaient beaucoup plus proches les unes des autres, sans que ces grandes différences et ces grandes disparités ne viennent créer le fossé qui peut être à l'origine des grandes différences qui se voient entre nous et qui sont souvent source de grandes disparités et très souvent l'occasion d'antagonisme, d'opposition, tout ce qui peut éventuellement nous empêcher d'être comme les autres. Nous avons connu l'esclavage, nous avons connu la traite et nous avons connu la colonisation. Ces trois situations ne sont pas sans incidence sur notre destin en tant que communauté, sur notre existence en tant qu'homme et aussi sur les structures qui sont aujourd'hui les mieux élaborées dans le cadre de l'État moderne aujourd'hui, sachant bien que l'État moderne nous vient de la colonisation. Mesdames et messieurs, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de nous interroger dans le cadre de Space sur la problématique de l'existence de l'État en tant que structure, de l'État en tant qu'institution et de l'État en tant que forme organisée de gouvernance. Nous avons souvent mis en cause les options qui ont été prises, notamment les options de gouvernance dans le cadre de la démocratie, où il s'est trouvé un certain nombre de personnes de nous distinguer la démocratie de nous-mêmes en mettant en avant l'élément d'extranéité de la démocratie en ce que, originellement, la démocratie n'est pas de nous et ne vient pas de nous, mais vient d'ailleurs. Sur ces bases-là, beaucoup de gens ont contesté, bien évidemment, notre ancrage démocratique et tirant prétexte, bien évidemment, des situations de difficulté qui nous ont permis d'assister plutôt non pas à des systèmes de gouvernance démocratique, mais plutôt à un contexte de perversion démocratique et l'élection et le ratage de l'élection par le biais de la fraude, par le biais de l'instrumentalisation, en est la première perspective qui nous a amenés à nous interroger. Pour autant, beaucoup d'autres ont mis en cause justement le fait que nous avons été en totale rupture de banc avec notre environnement dans le temps. Ceux-là ont mis en avant les pratiques traditionnelles issues de nos us et de nos coutumes, notamment en ce qui concerne
la gestion et l'administration de l'État en tant que tel. Les sociétés traditionnelles, dominées par la royauté, n'avaient pas d'autre système de dévolution du pouvoir que par le sang. Certaines sociétés ont connu le règne du sens, donc le règne du matériel et le règne de l'argent. Ces sociétés africaines d'antan étaient dominées par l'absence de tout rapport d'égalité, par l'absence d'une autre autorité que celle du roi qui pouvait être d'émanation divine. L'État moderne, avec l'indépendance ou les indépendances, est venu remettre en cause ce processus et nous a fait comprendre que ces situations issues de la tradition, issues des us, issues des coutumes étaient les plus sauvages de la planète. Je ne sais pas si on y a cru, mais par le biais de la force, l'autorité du colon s'est imposée. Il a été non seulement dans le cadre de sa démarche d'une telle destruction que véritablement ce processus s'est arrêté subitement et un autre processus a pris le pas dans un contexte où véritablement le noir n'est pas le blanc et le blanc n'est pas le noir, l'Afrique n'est pas l'Occident et l'Occident n'est pas l'Afrique. C'est pour ausculter véritablement ces sociétés traditionnelles dans leur rapport avec l'État moderne d'une part, les collectivités d'autre part, les institutions de troisième part, et tout ce qui peut être représentatif de l'autorité au sens de pouvoir de quatrième part peut nous permettre aujourd'hui d'entamer une discussion autour de ce sujet. Bien évidemment, pour entamer une discussion autour de ce sujet, nous avons fait appel à une personne qui a eu, justement, en tant qu'universitaire, l'occasion de mener une réflexion sur un sujet qui n'est pas des plus banals au regard du caractère très spécifique de la chose et en même temps du caractère plutôt très délicat. Bokar Sangaré a écrit sur les familles fondatrices de Bamako une histoire de l'État au Mali. Pour simplement que vous puissiez vous rendre compte, un certain nombre de familles sont considérées comme être les fondatrices de la ville de Bamako. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de la ville de Bamako, c'est la ville des Trois Caïmans. Et les Trois Caïmans étant le symbole, justement, du district de Bamako, de la capitale Bamako du Mali. Parce que Bamako est traversé par un fleuve qui sépare la ville en deux, et les Trois Caïmans sont des caïmans qui ont été retrouvés dans ce fleuve Niger qui sépare la ville de Bamako en deux. Ces deux familles fondatrices qui sont à la fois Touré et Dravé ont été les fondatrices de la ville de Bamako, les gardiennes des us, des coutumes et des traditions de cette ville. Parmi ces deux familles, il y en a une qui garde la chefferie de la ville et l'autre qui garde l'imama de la ville. Boubacar Sangaré, dit Bokar Sangaré, est doctorant en sciences politiques. Étudiant à l'Université libre de Bruxelles, il a mené un certain nombre de recherches dans le cadre de ses études pour simplement réfléchir et se questionner sur les notabilités et leur rapport avec l'État, plus spécifiquement au Mali. Tout ce qu'il pourra nous dire sur le Mali pourrait concerner d'autres pays et d'autres nations, d'où l'intérêt d'être pas que des Maliens ici et ne parler que pas que du Mali. Tout ce que nous pouvons avancer dans le contexte du Mali pourrait éventuellement répercuter ailleurs. Et bien évidemment, vous êtes là pour nous parler de vos expériences, vous aussi. Et Boubacar Sangaré a notamment publié un ouvrage « Être étudiant au Mali ». Il a animé une chronique, la chronique d'une vie d'étudiant en qualité de journaliste. Et il a travaillé également pour Jeune Afrique, pour Le Monde, pour Bloomberg, pour Journal du Mali et pour Sahélien.com.
et il a été également chargé de recherche à l'Institut d'études de sécurité. Et il a été assistant au département d'études françaises et francophones de Beat College, Maine, États-Unis. Boubacar Sangaré a écrit ce bel ouvrage qui a été magnifiquement préfacé par Gilles Holder, et nous aurons l'occasion justement tout le long d'évoquer la question justement de cette préface et surtout des points qui ont été évoqués par le préfacier. Je me réjouis de vous avoir, Dani, Komlan Aïda, comme co-hôte. J'ai demandé à Bokar Sangaré, à qui j'adresse à nouveau une invitation pour juste appuyer, pour être le deuxième co-hôte, pour que l'on puisse entamer avec lui la discussion sur le rapport de l'État avec les traditions, les us, les coutumes en Afrique. Et on prend prétexte justement de l'ouvrage de Bokar Sangaré pour mener le débat. Bokar, encore une fois, merci de me faire la demande ou merci de répondre à ma demande pour monter justement sur le stage et pour commencer justement à parler avec nous. En attendant que Bokar monte, Dani, bonsoir, merci d'être là. Quelle est votre première réaction sur le sujet? Merci, maître. Je suis vraiment heureux de participer aux échanges d'aujourd'hui parce que on en avait parlé, c'était convenu, cette discussion que nous avons sur des thématiques majeures de la vie de l'Afrique aujourd'hui contribue à une œuvre qui est très importante. Il s'agit de contribuer à la renaissance de la pensée chez nous en Afrique, la renaissance de la pensée politique, que des Africains se rencontrent souvent, réfléchissent ensemble, et puis que de ces réflexions jaillissent des lumières qui fécondent des décisions majeures qui se prennent à l'intérieur de nos États respectifs. Et aujourd'hui, Maître, vous nous invitez à parler de l'État, et c'est important, de parler des traditions et coutumes et voir dans quelle mesure ces autres dimensions de l'organisation de nos sociétés contribuent à façonner ces États-là, et ces États dont la gestion a un impact immédiat sur nos populations. Vous avez déjà dans l'introduction pointé du doigt la question et la complexité, n'est-ce pas, de l'institutionnalisation de l'État post-indépendance, des difficultés qui sont inhérentes au fait que ce sont des héritages, nos États sont des héritages coloniaux et que l'édification d'un État moderne rencontre un certain nombre d'écueils. Là, vous l'avez assez brillamment, comme d'habitude, souligné. Un certain nombre de défis sont à prendre en considération par rapport à ces États-là. Après 6 décennies environ de dépendance pour la plupart de nos pays, il y a des questions de division ethnique qui sont encore réelles, division régionale, d'un État à l'autre, on constate cela. La faiblesse des économies de ces différents États questionne, disons, la viabilité de ce nombre de pays par rapport à la façon dont ils sont gérés, par rapport à l'organisation de l'administration territoriale, les décisions qui sont prises, comment elles sont acceptées ou non par les populations concernées, dans quelle mesure, jusqu'à quel degré ces populations sont impliquées dans ces décisions, est-ce qu'elles les acceptent, est-ce qu'elles les mettent en œuvre. Je crois que ce sont des questionnements qui nous invitent également à regarder dans le rétroviseur pour dire que disent nos coutumes, que disent nos traditions, et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour renforcer la dynamique de la gestion publique, gestion des affaires publiques chez nous en Afrique. Je pense que, maître, on ne doit pas perdre de vue qu'il y a eu quand même des tentatives d'édification d'institutions dans nos différents pays. De nombreux États africains ont entrepris des efforts après les indépendances pour renforcer des institutions. Et cela inclut des réformes constitutionnelles parfois, la mise en place de processus de décentralisation aussi, qui devraient, disons, organiser le pouvoir au niveau territorial, de manière à ce que
instruments de décision soient plus proches des communautés qui sont directement concernées. Il y a aussi la mise en place d'instruments d'agences gouvernementales d'un pays à l'autre qui ont eu à piloter pas mal d'initiatives qui devraient renforcer l'État et faire en sorte que les populations y trouvent leur compte. Je crois que le défi majeur est ce qui nous rapproche du questionnement par rapport au rôle que les traditions peuvent jouer. Et c'est bien que vous ayez invité un spécialiste à la matière aujourd'hui. On creusera ensemble la question avec lui. C'est surtout au centre de nos échanges. Je nous invite à nous questionner sur l'institutionnalisation, parce que c'est l'ancrage institutionnel qui justifie les choix stratégiques que des hommes et des femmes qui partagent un territoire ensemble, qui appartiennent à une population, qui se donnent des dirigeants. Je crois que l'institutionnalisation des pratiques, des normes doivent pouvoir déterminer des choix essentiels. Alors on se demandera pourquoi dans beaucoup de pays africains on parle encore et assez fréquemment de corruption par exemple. Comment se fait-il que dans certains États cela a quasiment pratiquement on dirait que c'est accepté parce que il y a beaucoup de pays où on sait que la corruption est en vogue, on n'arrête personne, où on les arrête, on fait semblant d'administrer certaine justice et puis on les relâche après. L'état de droit en lui-même est parfois même remis en cause, au point qu'aujourd'hui, dans certains pays africains, les gens se demandent est-ce que la démocratie est bonne pour nous? Et ça, c'est des questions évidemment qui nous invitent à nous replonger sur les fondements de cette démocratie, de l'état de droit, de la République chez nous, pour nous demander, mais écoutez, est-ce qu'on ne peut pas puiser dans ces traditions-là et faire en sorte que nous-mêmes, on mette en place des mécanismes qui nous soient propres, auxquels on s'identifie parce que elles prennent racine dans les fondements essentiels de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Voilà, donc je suis vraiment heureux de participer avec vous à ces échanges-là. Et après que notre hôte principal aura fini d'exposer, je reviendrai avec plaisir partager avec vous quelques éléments de recherche sur comment le pouvoir, la tradition et la gouvernance moderne cohabitent dans certains pays africains. Je parlerai du cas du Ghana et du Nigeria, deux pays que je connais bien pour les avoir étudiés. Je parlerai des pays comme l'Afrique du Sud, j'ai partiellement étudié aussi pour environ 2 ans, et puis du Sénégal, un pays que nous connaissons tous pour avoir été la capitale dans l'Afrique de l'Ouest, région de l'Afrique à laquelle j'appartiens personnellement. Donc, maître, merci pour l'invitation. J'ai hâte d'écouter je crois qu'il a monté sur, je salue notre co-hôte Bokar. Et maître, je vous donne la parole, je suis prêt à revenir quand vous me le donnerez pour faire cas de ces expériences spécifiques de pays africains. Merci beaucoup, Dani. Vous restez là avec moi, justement, et tout le long, vous prenez la parole quand vous voulez, et vous êtes le bienvenu. Boka, merci d'être là, merci d'avoir accepté de venir dans ce space, et surtout, grand bravo pour cet ouvrage magnifique que vous avez écrit. Boka, en 2 mots. 1. Qu'est-ce qui est la déterminante pour un Malien pour aller écrire sur les familles fondatrices, parce que simplement ce sujet est presque tabou. Et deuxièmement, derrière cet écrit, quel est le but poursuivi? Et troisièmement, quelles sont les réactions des gens, notamment les traditionalistes, y compris les familles fondatrices, par rapport à ce que vous avez écrit en ce qui les concerne? Boka. Alors, appuyez sur le micro, voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir monsieur le ministre. Je voudrais tout d'abord remercier les initiateurs en fait pour l'invitation à venir échanger dans cet espace. Et mes remerciements vont aussi à celles et ceux qui nous écoutent. Alors comme vous l'avez dit au début, il s'agit d'un livre qui trouve son origine dans une mémoire de master en fait. Il faut le préciser, en sciences politiques, soutenu il y a quelques années, et que le laboratoire de recherche il a été préparé sous la direction justement de Gilles Holter, qui l'a fait passer, a voulu publier avec un soutien financier de l'IRD.
et actuellement au département de sciences. Donc, je disais que actuellement au département de sciences politiques de l'ULB, de l'Université libre de Bruxelles, où je suis doctorant affilié au Centre de recherche et d'études en politique internationale, je continue à travailler sur la même problématique en essayant un peu d'étendre les usages du traditionnalisme. Chefferie bio, les dispositifs miliciens aussi dans le pays, aux acteurs religieux, aux groupes djihadistes, ainsi que initiatives soutenues par les acteurs internationaux dans la résolution de la crise politique depuis 2018. Donc je vous remercie encore une fois pour l'occasion. Et mon travail sur les familles portait surtout sur leur articulation avec le pouvoir politique. Je voulais surtout analyser la généalogie de leur influence sur l'État, en m'appuyant sur la littérature qui existe dans différents domaines, géographie, histoire, sur le repositionnement des élites, des autorités traditionnelles, de les champs politiques à la suite des transformations liées à la modernisation des États après les indépendances. Donc tout est parti de ce constat que il existait des travaux sur l'histoire de Bamako. Par exemple, il y a un travail qui me cite beaucoup, qui a été réalisé par une chercheuse américaine décédée, publié dans les années 1997, pour être plus précis, par Barbara Marie Terinbam, que je recommande aussi, sur Bamako entre 1800 et 1900, et qui s'appuie beaucoup sur les archives, en fait, sur la capitale, donc capitale héritée du pouvoir colonial, comme vous venez de le dire. Donc il y avait ce travail, le travail de Mamadou Sarr aussi, sur un quartier comme Bankoni, qui décrit comme étant un quartier illégal, en géographie. Sébastien Philippe, qui a écrit en 2009 sur une histoire de Bamako. Mais toujours est-il que il n'y avait pas vraiment véritablement de travail qui analysait les liens, si vous permettez l'expression, consubstantiels en fait entre l'État et ces familles-là, alors que en 2017, par exemple, pour être plus précis, la réforme de la Constitution du président Ibrahim Bokar Keïta avait quand même généré des remous dans le pays, contestés par en fait une partie de la classe politique réunie à l'époque au sein de la plateforme Ante-Habana, qui avait fragilisé d'ailleurs le pouvoir d'Ibeka. Et ce sont ces familles-là qui sont venues un peu à la rescousse pour demander au président de reculer sur le projet, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et beaucoup de questions ont émergé à l'époque, en fait, sur quel est en fait le rôle exact de ces familles-là, dont le statut n'a vraiment pas de fondement juridique, en fait, mais dont l'utilité est reconnue parce que à chaque fois que le pouvoir était confronté en fait à une crise, elle intervenait dans la sphère politique pour jouer un rôle de régulation, de blocage politique. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est parti de là et aussi des discussions que j'ai eues avec d'autres professeurs et même d'autres collègues aussi, qui avaient les mêmes interrogations, mais toujours est-il qu'il n'y avait pas encore de travail pour justement nous éclairer sur l'articulation entre l'État et les familles fondatrices de Bamako Maître. Donc ça c'est tout ça pour répondre à la première question. Oui. Alors quel est l'impact de l'ouvrage depuis qu'il est sorti aujourd'hui sur les familles fondatrices d'une part et sur la communauté des traditionnalistes de Bamako d'autre part? Personnellement, moi j'étais pas à Bamako quand le livre est sorti. J'étais à Bruxelles. Je viens d'arriver à Bamako. Donc tout a été fait dans le sens. Je sais que j'ai fait parvenir en fait des exemplaires à
mes interlocuteurs dans le cadre de ce travail-là, donc les membres des familles auprès desquelles j'ai mené le terrain à Bamako, des acteurs politiques. J'ai interrogé des diplomates, y compris étrangers, hein, parce que vous allez comprendre pourquoi la fonctionnalité en fait de cette tradition-là est intelligible pour les acteurs de cette famille. Les mêmes retours, hein, c'est un travail intéressant, mais qu'il faudrait davantage approfondir, parce que dans la conclusion, je pointe aussi une certaine limite de mon travail, que je compte approfondir dans un autre travail comme celui de la thèse actuellement. Bon, je sais que je l'ai aussi diffusé auprès des médias, mais aussi pour le moment. Il semblerait que ça n'intéresse personne à part vous, justement, parce que je suis dans cet espace aujourd'hui. Non, ça intéresse bien des gens. Simplement le contexte du Mali, vous savez exactement ce que c'est aujourd'hui. Alors, dites-moi, concrètement aujourd'hui, quels sont les rapports entre les familles fondatrices et l'État d'une part, et quels sont leurs rapports avec les collectivités publiques d'autre part? Est-ce que ces rapports sont-ils officiels et ces rapports ont-ils été formalisés ou on est encore dans l'informel? Merci beaucoup, maître, pour cette question. D'abord, je voudrais, avec votre permission, m'étendre un peu sur ce qu'on appelle en fait la famille fondatrice de Bamako aujourd'hui. À Bamako, il y a le Niaré, le Touré et le Dravé, qui ont donné leur nom à quartier de Bamako, justement, d'ailleurs. Il y a le Niaré là qui existe. Bagadadi aujourd'hui, mais qui s'appelait avant Touré-là, c'était Tawatila, en fait. Donc, je vais m'étendre aussi sur la sociogenèse de cette famille-là, mais pas m'éterniser là-dessus. Alors, encore une fois, Boucar, on n'entend pas très bien. Il y a des petites interférences pour que les gens entendent parfaitement bien, parce que l'histoire n'est pas connue de tout le monde, donc il faut peut-être donner plus de précision. Par exemple, Dani est togolais, Mex est burkinabé, et puis Irène est camerounaise, et Brigitte est togolaise. Donc, pour peut-être donner un peu plus de détails pour qu'ils puissent comprendre davantage. D'accord. Donc, ces trois familles-là revendiquent, en fait, comme vous l'avez dit, l'honneur de la fondation de la capitale du Mali, qui est héritée de la coloniale. Bamako est la ville la plus importante en termes d'activité économique, politique, d'éducation et même d'activité culturelle aussi. Mais l'alliance entre ces familles-là tiendrait notamment à des liens de mariage noués d'une part entre Niaré et Touré, de l'autre entre Dravé et Touré, dont les origines des Touré surtout sont situées respectivement au Maroc et en Algérie pour le Maroc pour les Dravé et en Algérie pour les Touré, si l'on en croit en fait les récits officiels de leur histoire, parce que le fait est que l'histoire de ces familles-là n'est pas stable. En fait, on est un peu sur une dialectique où chaque famille revendique une validité politique sur Bamako. Et dans leur mode de fonctionnement et leurs rapports, en fait, internes, il y a autonomie relative, il y a des faits de concurrence, en fait, qui montrent justement des lignes de fracture. Même s'il y a eu des négociations par le passé, une partition, en fait, des rôles. Mais malgré tout ça, les familles essayent de garantir un certain niveau d'unité malgré les conflits sur l'autochtonie. Même, encore une fois, même si ces antagonismes créent un terreau favorable à la production de multiples récits, de multiples versions en fait de l'histoire en fonction des intérêts de chacun. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment de trame consensuelle. Si on prend par exemple les Niaré, qui étaient chefs avant la conquête coloniale, qui dirigeait en fait le CAFO de Bamako, CAFO qui est une confédération de villages, en fait selon la définition Kandon par exemple, des chercheurs comme Claude Miyassou. Les Niaré, selon les récits, parce qu'il y en a encore plusieurs versions, les récits historiques de fondation sur lesquels moi je me suis basé, les Niaré apparaissent comme étant en fait des alliés du puissant État de Ségou depuis le règne de Piton Koulibaly. Donc on est au XVIIIe siècle en fait, qui revendique les statuts de fondateurs du CAFO. Mais l'histoire de la chefferie de Niaré s'ouvre sur la période du royaume de Ouagadougou, que certains considèrent comme étant aussi l'empire du Ghana, donc avant l'empire du Mali. Au centre de l'histoire de Niaré se trouve le récit dit de Ouagadougou, en fait, qui est appelé aussi la légende du serpent.
il met en scène un jeune homme refusant de sacrifier sa fiancée à Bida, le dieu serpent. Et selon, par exemple, une chercheuse comme Mary Birmingham, qui est américaine, il existe 17 versions de cette légende, en fait, dont 5 recueillies avant 1900, 7 entre 1900 et 1925, 5 récoltés entre 1950 et 1975. Et ce récit sert à éclairer quelques éléments aussi de la dispersion des clans soninké, en fait, de Ouagadougou. Mais le fait est que ces mythes du serpent se retrouvent chez plusieurs peuples, en fait. Je recommande à celles et ceux qui sont intéressés les travaux de Idrissa Ba, qui est aussi historien sur cette légende-là. Le fait est que ces récits est revendiqué par les principaux clans soninké, en fait. Et la version recueillie en 63 par Meyassou auprès de Nyaré fait, par exemple, d'un nommé Fatamaga, le fiancé de Sia Nyakate. Vous vous souvenez tous, hein, le film de Sia Yatabari, Sia Yatabari, en fait, donc, que certains ont regardé, en fait, ici, sur le dieu serpent, justement. Mais ce serait ce fiancé-là, de Sia Nyakate, c'est le Nyakate qui coupe la tête du serpent, en fait, du dieu Python. Et ensuite, le Fatamaga, le fiancé, et son aîné Manamaga fonderont Djara après, parce qu'après la dispersion de classe soninké, ils vont fonder Djara dans le Tingi, en fait. Ils vont quitter après d'avoir remis le pouvoir au Jawara sur un problème, hein, en fait. Et pour Marie Berimbam, en fait, ici, les Nyaré se sont appropriés ces mythes pour situer leur origine, de même que d'autres familles l'ont fait, hein. Elle parle de Sako, de Sissé, de Djabi, de Dokoté aussi. Apparemment, ce serait aussi un patronyme. Mais le dieu serpent Bida symbolise, on le sait dans ces récits-là, la fertilité, la lumière, l'eau, l'or et même le pouvoir politique. Et ensuite, le Nyaré passe à Ségou, en fait, où Seribadjan Nyaré, qui serait en fait leur ancêtre, épouse la sœur du Fama, en fait, Biton Koulibaly, et prend la devise on dit à Mamara, de Djamou, de Nyaré, en fait. Et Biton envoie Seribadja espionner un autre chef, Solokono Djara, qui était à l'ouest vers Nyamina, en fait. Je parle sur le côté de maître, c'est dans la région de Koulikoro. Non. Je suis pas sûr que je suis là-dessus, mais je recommande les travaux de Moussasso, hein, l'anthropologue Feu Moussasso là-dessus, qui explique, qui montre qu'il s'agit, en fait, le fait d'envoyer, par exemple, Seribaya Nyaré espionner sur le Kono, Moussasso explique que c'était un mode de fonctionnement du pouvoir d'État du Ségou, en fait, à l'égard des chefferies situées aux périphéries, sur la rive gauche du fleuve notamment. L'alliance matrimoniale entre Nyaré et le Koulibaly constitue donc le cœur du récit de la future installation de Nyaré, et ensuite Touré et même des Dravés. Donc Bamako est considéré comme étant un poste de sécurité avancé de cet état guerrier, en fait, qui a émergé à partir du XVIIIe siècle, en fait. On a d'autres récits, hein, sur la prééminence de Nyaré, qui s'expliquerait aussi par le fait que ces derniers auraient été chargés de procéder au culte propriatoire du village, en fait. Je recommande ceux que ça intéresse les travaux de Mamadou Sarr là-dessus aussi, mais qui se fondent surtout sur le récit de Touré, qui explique que les Nyaré avaient des fétiches. Donc, il y avait les Comons, il y avait une société initiatique, il y avait aussi le Nama aussi, qui se trouvait dans un endroit qu'ils appelaient le Détou, où avaient lieu les sacrifices annuels, dirigés par une prêtresse tout de blanc vêtue, et on y sacrifiait un bœuf et des coqs blancs. Mais, donc, il y a d'abord le fétiche de Nyaré, qui est mis en concurrence aussi avec le Coran, parce que un marabout s'installe après. C'est Al-Mahaman. Al-Mahaman, il serait considéré comme l'ancêtre de Touré, mais qui viendrait du Touat algérien, qui est sur une région sur, en fait, les routes transsahariennes, en fait. Et ces marabouts-là auraient été invités par les Nyaré aussi, selon d'autres récits, à consacrer la ville en plantant aux 4 coins de l'horizon, à 4 versets du Coran, en fait, marquant l'extension de la future cité. Et moi,
j'ai interrogé sur tout ça un griot comme Bourama Soumano, dont le père Bakary Soumano a dirigé l'association des griots du Mali, qui dit que c'était plutôt une retraite spirituelle de ces marabouts-là, qui est présenté comme l'ancêtre des Touré, qui, au sortir de cette retraite-là, aurait béni le fonio que vous connaissez, qu'il a remis à un cavalier pour l'essaimer et marquer les délimitations, en fait, de la future cité. Donc, on a d'un côté les fétiches de Niaré, parce que, encore une fois, ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup de versions, les sacrifices en prélude à la fondation de la cité, c'est une cité, hein, parce qu'on parle aussi d'une fille vierge qui aurait été sacrifiée par les Niaré, encore une fois, en fait, que les Touré ont refusé. Ça, c'est le récit qui serait, en fait, du clan Traoré, en fait, qui revendique aussi la fondation. Mais moi, ce qui m'avait intéressé dans tout ça, c'est la problématique des chasseurs, en fait, qui est une constante dans les récits de fondation, décrivant le passage de la brousse au village. Je recommande le travail de Chaka Bakayogo, entre autres, là-dessus, qui était aussi un anthropologue malien, notamment, à l'Institut des sciences humaines, qui est décédé. Donc, et les Niaré, parce que Seri Badja et son fils après, Djamousan, Niaré étaient des chasseurs. Donc, si on s'en tient à ces récits, les Niaré apparaissent un peu comme faisant partie de la catégorie, en fait, qui est présentée comme des étrangers arrivés là, exerçant d'abord la chasse, en prélude à une carrière militaire. En fait, la stratégie, c'est d'abord on accumule des pouvoirs magiques et religieux. Bon, ça renvoie aux fétiches de Niaré et au Coran aussi, des Touré qui sont là, pour les transformer après en pouvoir politique. Et les récits de fondation sur Bamako reprennent ce schéma autour de la figure du dosso initié, détenteur de savoir et de qualité morale particulière, qui est très craint, très respecté pour ses pouvoirs occultes. Et donc, il y a ces trois familles, il y a ces deux familles, donc Touré parce que les Touré, bon, ils situent leur origine dans l'Équateur. Tal Mahaman, selon les récits de Touré, passe d'abord par Tombouctou, ensuite par Djenné, et on a des travaux sur ces questions-là qui expliquent que bon, le fait de le faire passer par Djenné et par Tombouctou diserait aussi à lui accorder un prestige en termes de savoir, en fait, et parce qu'il est présenté comme étant marabout. Donc, et tu as aussi les Dravés, c'est le plus petit dénominateur, hein, parce que c'est la famille qui est entre les deux, Niaré et Touré, et qui doit, par exemple, dans leur mode de fonctionnement, qui va passer, par exemple, par les Touré pour même parler au Niaré. Pour que les Touré puissent parler au Niaré, ils doivent passer pour que les Dravés parlent au Touré et au Niaré, pardon, ils doivent passer par les Touré, ce sont les Touré qui servent d'interface, en fait, et c'est bon, c'est la famille sur laquelle aussi on a très peu de données. Bon, après, en dehors des archives, on a très peu de données, même sur le Niaré, parce que le seul chef sur lequel on a vraiment des données, en termes de société, par exemple, c'est surtout, le nom ne me vient pas, en fait, ça va me revenir après. Donc, mon travail, ce travail a été fait, maître, ce travail sur, comment Bamako a été fondé par ces familles-là, a été fait dans les travaux que je viens de citer. Mais pour aller vite dans les échanges, moi, je voulais surtout travailler sur l'articulation de ces familles avec l'État. Parce que bon, ce sont des grandes familles de Bamako qui utilisent aussi l'argument ou la représentation sociale de l'autochtonie. En fait, l'autochtonie en tant que, bon, définie comme l'ordre d'antériorité sur les terres de la ville, c'est-à-dire par l'histoire du peuplement. Je peux envoyer à d'autres comme le Burkinabé, Max, si ça l'intéresse, au travail de Mathieu Ligers, qui est un anthropologue belge, décédé en 2015, qui a beaucoup travaillé sur Koudougou, la ville de Koudougou, par exemple. Mais donc, au-delà de la polémique que génère cette histoire, en fait, l'autochtonie est utilisée comme capital symbolique traditionnel par les familles d'une part, d'autre part comme ressource, en fait, et alternative pour donner
un ancrage à l'État dans le processus de construction de la façade démocratique. Mais mon hypothèse de départ, c'était surtout pour montrer en quoi je considère ces familles-là comme un exemple un exemple d'invention de la tradition, en fait, ou un exemple, si vous voulez, d'invention de la modernité politique par invention de la tradition. Mon prédécesseur, Dany, a dit tout à l'heure qu'il y avait eu des tentatives, en fait, de construction d'institutions, en fait. Et donc, moi, mon travail, c'était pour montrer que c'est un exemple, en gros, d'imagination aussi de la communauté que l'on voit aux travaux de Bénédicte Anderson aussi. Mais surtout sur la notion d'invention de la tradition, oui, merci. Non, Bokar, c'est moi qui allais vous poser la question. De vos recherches, est-ce que vous avez retrouvé, par exemple, des initiatives, que ce soit au niveau national ou au niveau local, inspirées de cette riche tradition malienne, où on aurait tenté de puiser dans ces pratiques-là de légitimation culturelle, de résolution des conflits, de cohésion sociale, pour, par exemple, mettre en place des mécanismes pour gérer des conflits au niveau de l'État moderne du Mali, ou bien, ne serait-ce que, puisque ça se passe au niveau de Bamako, le district de Bamako, sur le plan de décentralisation, on sait ce que ça représente pour le Mali moderne. Est-ce que vous avez le sentiment que le Malien d'aujourd'hui est conscient de cet héritage et a tenté d'y puiser, par exemple, édifier une loi, initier des édits qui contribuent à la gestion moderne? Alors, est-ce que je dois répondre maintenant ou continuer en fait Oui, je croyais que ma question était dans la lancée de votre réflexion en réalité. Exactement, vous continuer, mais en élaborant dans ce sens si possible. Okay. Est-ce que c'est parce que là je suis dans des choses qui sont abstraites ou non, c'est-à-dire que on veut, parce que toi-même tu as dit que tu voudrais axer ton propos justement sur le rapport qu'il y a entre cette famille et l'État en tant que tel. Nous voulions savoir de part et d'autre quelles sont les incidences, notamment quel est l'apport de la tradition sur la problématique État, la gestion des affaires de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un impact positif ou négatif? Alors, je ne sais pas si je peux... Par exemple, Dany prendra la parole là-dessus. Dany a des exemples concrets justement dans les pays anglophones et dans un ou deux pays francophones. Dany peut peut-être prendre la parole là-dessus sur le rapport tradition-État et sur l'impact qu'il peut y avoir. Dany. Oui, à moins que Boka peut-être qu'il voulait terminer son exposé. Boka, est-ce que vous avez d'autres points à développer avant? Sinon, je pourrais compléter là avec d'autres exemples. Non, parce que moi, je voulais surtout expliquer pourquoi, pour moi, ces familles-là sont en fait une construction politique. Bien sûr. Une construction politique, en fait, qu'on a mobilisé avec les renouveaux démocratiques et qui a coïncidé avec une période que certains ont appelée les retours de roi en Afrique à l'époque. Mais comment elles ont été utilisées comme recours, en fait, pour d'abord donner un ancrage à l'État malien, pour optimiser l'État malien, ensuite, comment elles ont été mobilisées aussi pour éteindre des crises, en fait, notamment dans les champs politiques. Je pense que ça pourrait répondre peut-être à la préoccupation de Dany. Mais pour aller vite, ce que je voulais expliquer, c'est surtout avec le renouveau démocratique sur Conaré que ces familles-là émergent. L'idée, c'était de rendre hommage de façon symbolique à des légitimités traditionnelles, mais en lien aussi avec tout ce qui la démarche en fait du pouvoir démocratique, parce que avec la chute de Moussa Traoré, on va avoir une réémergence des spiritualités traditionnelles en fait dans le sillage un peu de la vision politique qui avait guidé les dirigeants lors des indépendances, pour qui la culture et la tradition choisie était le moyen de promouvoir en fait les transformations sociales. Et donc Soukonaré, qui était historien et archéologue, l'idée selon laquelle les progrès économiques seuls ne suffisaient pas pour développer une nation était présente dans le discours officiel. Et on a même dit que des traditions locales sont réimaginées pour traduire les transformations politiques et économiques à l'époque. Bon, il y a eu le fameux arbre à palabres, en fait, à l'époque. Donc, ces familles émergent sous Conaré.
encore une fois, et c'est comme ça que je considère, comme pour faire le lien entre Bamako, la capitale, la plaine, c'est Koulouba qui est ici où il y a le siège du pouvoir, mais qui fait partie aussi de Bamako, et que moi j'ai considéré comme étant une stratégie pour surveiller aussi la ville, hein, c'est pas nouveau de toute façon, parce qu'on a vu le même processus, en fait, sous le pouvoir du temps du pouvoir colonial, je vais dire, parce que le Niaré était très proche, justement, de ce pouvoir-là. Et donc, ces familles sont mobilisées comme ressources dans les stratégies des dirigeants politiques, et en même temps, elles aussi, ça c'est après, jouent sur ce capital-là, en fait, qu'elles essaient de convertir de la sphère politique. Un exemple, par exemple, de conversion de ce capital-là que les familles détiennent, c'est par exemple lorsque il y a eu tous les remous générés par le code de la famille et des personnes. On a vu que les Touré et les Travé, qui détiennent une légitimité religieuse issue du passé et qui leur confère d'ailleurs un prestige, ont utilisé cette légitimité-là dans le cadre des débats sur cette question-là, parce que selon le récit que j'ai recueilli auprès de Touré, ces deux familles-là ont pesé, par exemple, dans la désignation de l'imam Mahmoud Diko, qui était président du Conseil islamique à l'époque, comme porte-parole de l'ensemble des couches musulmanes pour la marche contre le code. C'était, d'après ce qu'on m'a raconté, dans le Touré à Bagdadi, c'est ce qui a rendu fort l'imam. En fait, c'était la première fois que les associations islamiques depuis l'Amérique parlaient au nom des musulmans. Et il m'a raconté qu'à l'époque, c'est le patriarche de Dravé qui a présidé la réunion d'ailleurs. Donc, ce récit, c'est pour montrer, oui, que ces familles-là ont pesé dans la mobilisation contre le code qui était considéré comme un code de l'Occident, hein, progressiste, en fait. Et le président a reculé sur le code, en fait, à la suite de cette mobilisation. Et donc, c'est un exemple pour mettre en exergue une conversion de la légitimité, en fait, dont ces familles-là bénéficient auprès de l'État pour offrir un peu ce qu'on peut appeler la possibilité d'une opposition. Et ça laisse apparaître aussi leur participation dans la coproduction ou même dans la fabrication politique, en fait. Et ça c'était un exemple. Un autre exemple que je pourrais aussi apporter, c'est celui que j'ai cité en 2017, lorsque le président Touré, Ibeka Keïta par exemple, était confronté en fait à des protestations collectives contre la réforme de la Constitution de la part d'une classe politique. On sait que bon, pour faire face en fait aux protestations collectives, il y a beaucoup de stratégies. Hein. On peut utiliser les violences et les intimidations policières. On peut aussi faire référence à l'ordre social, par exemple. C'est cette dernière stratégie, entre autres, qui renvoie à des situations qui se gèrent dans le vestibule, en fait, dans les boulons ce qu'on appelle le boulon en Bambara, des anciens, et qui renvoie à une intermédiation discrète, en fait, vécu comme plus à même de réguler les conflits, en fait. Et c'est le cas de Keïta, le président Keïta, était en fait un exemple d'un cas où les familles, la médiation des familles fondatrices et des religieux aussi, dont la participation au Sénat avait constitué d'ailleurs un sujet de débat à l'époque. Et dans ce contexte de polarisation, les grandes familles ont servi à l'époque de soupape, en fait, de sûreté pour le régime de Touré. Et on se souvient qu'à l'époque, la presse avait écrit que Ibeka a été sauvé par les autorités coutumières, en fait. Je me souviens du titre d'un éditorialiste quotidien le républicain qui y a vu la démonstration que la tradition à la malienne était celle des pouvoirs plus au-dessus, en fait, des décisions de la République, en fait, parce que la médiation de ces familles-là et des religieux a permis au président de sauver la face et de désamorcer une crise politique qui a fait vaciller à l'époque son régime. Et de nombreux interlocuteurs ont constaté surtout l'incapacité qu'il y a dans ces configurations-là, dans nos configurations, à faire émerger des institutions sur lesquelles s'appuyer pour gouverner. Un reproche qu'on a adressé par le passé, et sans qu'on arrête aussi. C'est-à-dire que s'il faut compter sur des institutions informelles,
par exemple, parce que les familles n'ont pas de statut juridique, en fait, constitutionnel, leur usage est juste fixé, c'est fixé en fait par l'usage, mais ils n'ont pas véritablement de statut. Donc, s'il faut à chaque fois s'appuyer sur des institutions informelles pour à chaque fois maintenir l'État en État, il y a lieu de s'interroger sur la fiabilité de cet État. Ça, c'était le constat en fait. Alors, précisément, Boka, c'est bien l'aspect critique que tu as formulé justement sur les rapports des familles fondatrices avec l'État de façon générale. Mais on parle de l'État, on parle aussi des collectivités locales, notamment des mairies dans lesquelles, des quartiers dans lesquels ces familles sont présentes, peuvent avoir également la même incidence. C'est que vous mettez en lumière le fait que, ces familles fondatrices n'ont aucune existence légale, véritablement, et deuxièmement, que leur influence, d'ailleurs, découle d'un certain nombre de situations qui, aujourd'hui, peuvent éventuellement être discutées ou sont discutables, et puis troisièmement, que, en réalité, l'influence de ces familles-là vient plutôt en soutien des pouvoirs plutôt qu'en critique des pouvoirs. Donc, Dany, sur les exemples que tu as, toi, est-ce que on voit également l'émergence des rapports des sociétés traditionnelles, coutumières, vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis des institutions de l'État ou des collectivités publiques, avec une influence dont les acteurs publics ont plus besoin, et c'est beaucoup plus des influences en faveur du pouvoir qu'à l'encontre du pouvoir. Parce que je peux pas imaginer, par exemple, que dans une société, une communauté traditionnelle vienne à dire à l'État que tel comportement est mauvais. Tout à fait, maître. Et les exemples donnés par Boka sont assez édifiants, et là, ils sont circonscrits autour, effectivement, d'un certain nombre de familles. Dans les États africains où j'ai essayé d'étudier le rôle de la chefferie traditionnelle dans la gestion des affaires publiques, je crois que il faut dire que le rôle de la chefferie traditionnelle, parce que vous savez, les us et coutumes dont nous parlons dans la plupart de ces communautés, de ces sociétés, ce sont les chefferies traditionnelles. C'est la chefferie coutumière qui gère, qui organise, qui régule ces us et coutumes et qui les maintient. Alors, je peux donner quelques exemples assez concrets de pays où cette chefferie traditionnelle a contribué, en mettant en œuvre un certain nombre de mécanismes à renforcer la légitimité des pouvoirs, la légitimité culturelle, parce que quand les institutions et les dirigeants traditionnels soutiennent un pouvoir, parce que ces gens-là, ils détiennent la légitimité culturelle, donc cela renforce la légitimité de ce pouvoir en même temps. Quand ils interviennent dans la résolution des conflits, c'est un rôle essentiel qu'ils jouent, et les mécanismes qu'ils mettent en œuvre, malheureusement, ne sont pas souvent intégrés dans les méthodes et les systèmes juridiques formels que l'on constate dans ces différents États. Leur rôle aussi se voit d'un pays à l'autre. Je donnerai l'exemple concret de certains pays tout à l'heure, comme le Ghana, le Nigeria, le Sénégal. La cohésion sociale est une dimension essentielle où on voit ces rôles se jouer, et je crois que cela, tout à l'heure, Bokar en a parlé aussi, parlant de ces familles historiquement au Mali qui ont joué le même rôle. Le rôle de représentation, là, à ce niveau-là, l'inclusion des chefs traditionnels dans les structures de gouvernance contribue à garantir que des voix et intérêts de ces communautés, des communautés marginalisées, soient entendus, parce que on suppose que ces chefs traditionnels représentent ces communautés-là qui ne sont pas souvent impliqués dans la gestion publique. On passera, c'est valable dans tous nos pays, s'agissant des questions de prévention de conflits, de gouvernance locale. La dimension gouvernance locale est importante, et c'est là où vous verrez que, notamment au Nigeria, au Ghana, il y a des initiatives que je trouve assez courageuses qui ont été prises ces dernières années. Au Ghana, par exemple, en 2003, le gouvernement a créé ce qui est appelé la Chambre nationale des chefs, qui est un organisme qui rassemble des représentants de tous les conseils traditionnels du Ghana. La Chambre nationale des chefs. Donc cette chambre-là, elle est destinée à servir de forum de dialogue entre les autorités traditionnelles et les dirigeants du pays, et à promouvoir aussi l'intégration des valeurs traditionnelles dans la gouvernance moderne. Donc c'est un choix de politique publique fait par les dirigeants actuels du Ghana, et qui ont
non seulement reconnu le rôle de la chefferie coutumière, mais mis en place une institution où ces chefs sont là et sont consultés régulièrement, y compris même quand une loi est initiée au Parlement du Ghana, ils donnent leur avis là-dessus, et c'est assez important à considérer. Au Nigeria, bon, alors, vous savez, la chefferie traditionnelle au Nigeria joue le rôle qu'il a joué pendant la colonisation anglaise, n'a pas permis à cette chefferie-là d'avoir un ancrage direct dans le Nigeria moderne. L'héritage de la méfiance entre les dirigeants traditionnels et la gouvernance, le gouvernement central a fait que les Nigériens s'en sont beaucoup méfiés, mais cela n'a pas empêché qu'en 1999, le gouvernement nigérien a créé le Conseil national des dirigeants traditionnels, qui est un organisme qui rassemble les représentants de tous les royaumes traditionnels du Nigeria. C'est un cadre aussi de concertation où un certain nombre de questions d'ordre politique national sont discutées. Donc, ce conseil est destiné à servir de forum de dialogue entre les autorités traditionnelles et modernes également, ce qui se réfère un peu à ce qu'on a vu concernant le Ghana, qui sont deux pays ouest-africains où nous pouvons constater qu'à la différence d'un certain nombre de pays francophones, en tout cas, la valeur des traditions et des autorités traditionnelles est prise au sérieux. En Afrique du Sud, il faut en parler parce que beaucoup de gens, quand on parle de l'Afrique du Sud, ils ne pensent qu'à l'apartheid, ils ne pensent qu'est-ce qui a pris fin au cours des 30 dernières années avec l'ANC qui vient de perdre la majorité à l'Assemblée. Je ferme la parenthèse. Alors, la Constitution de 96 en Afrique du Sud reconnaît le rôle des chefs traditionnels dans la gouvernance locale. C'est une révolution, je vous assure, parce qu'on a vu beaucoup de pays francophones africains où, par exemple, la gouvernance locale, c'est la copie certifiée conforme de la décentralisation en France. Et on n'a pas fait assez d'efforts d'intégrer dans les textes juridiques qui régissent l'organisation et l'administration du territoire dans ces pays africains, disons, les autorités traditionnelles qui sont là, un certain nombre de pouvoirs et qui pourraient légitimer les décisions que les autorités pourraient prendre. Donc, je termine par le Sénégal. Au Sénégal, je crois que les chefs traditionnels ont très souvent soutenu les chefs politiques. On voit plus le rôle plus fort plutôt des marabouts, donc les chefs religieux, détriment des chefs traditionnels en tant que tels, ce qui n'a pas empêché qu'en 2009, le gouvernement sénégalais ait créé le Conseil national des chefs traditionnels, qui est un organisme qui rassemble des représentants de tous les royaumes traditionnels du Sénégal. Donc, c'est une reconnaissance de l'État. Et ça aussi joue un rôle d'interface entre les institutions modernes et les institutions traditionnelles, et cela contribue sans doute à régler ce nombre de crises dans ce pays-là. Donc, vous voyez que du Ghana au Sénégal, en passant par le Nigeria et l'Afrique du Sud, les autorités traditionnelles exercent une influence significative sur des questions au niveau local, mais aussi ils sont consultés au niveau national, et cela certainement renforce la légitimité des décisions prises et un tant soit peu contribuer à la cohésion nationale. Et cela se réfère. Quand on voit, je suis très content d'écouter notre ami Boka qui a fait une étude sur la question de ces familles-là. Il faut aller plus loin. J'en parle aussi avec une certaine autorité, puisqu'il y a 2 ans, mon cabinet a fait une étude sur l'impact socio-économique de la culture sur le développement du Mali. Si je vous dis la part de la culture, de l'économie de la culture, des industries culturelles extractives du Mali, et culturelles et créatives du Mali, dans le PIB de ce pays, vous serez surpris. Et c'est impressionnant. Vous voyez, donc, en allant plus loin, on se dit, écoutez, si la culture trouve sa source dans la tradition, si la tradition est ce dont nous parlons, comment ne pas puiser l'essence de nos lois, de nos tests, du traçage des entités territoriales décentralisées, en puisant également dans ce réceptacle-là qui aurait pu donner plus de cohésion. Je parlais de mon cabinet tout à l'heure. Nous avons travaillé il y a 1 année seulement sur les stratégies de stabilisation du Tako Gourmand, réunissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ces pays qui sont déchirés par l'extrémisme violent, où les États, qui c'est pas une guerre classique, ils envoient l'armée qui n'arrive pas à faire grand-chose. Comment faire en sorte que les États modernes de ces pays-là qui forment l'AES aujourd'hui puissent dans leur histoire, dans leurs traditions, dans leurs coutumes, et mettre à contribution les communautés qui, elles, ont existé depuis des millénaires et ont des traditions pour régler des conflits communautaires depuis très longtemps.
Voilà des questions réelles qui se posent et qui continueront à se poser tant que nous ne ferons pas œuvre d'intelligence suffisante pour aller dans ce patrimoine assez riche et faire en sorte que les décisions qu'on prend dans la vie moderne trouvent leur essence dans le vécu de ceux qui ont existé avant nous et qui ont connu des problèmes certainement plus importants et qu'ils ont su gérer néanmoins. Merci, je suis toujours là et je reviendrai sur d'autres aspects plus tard. Merci Dani et surtout merci à Bokar. Avant de donner la parole à Mex tout à l'heure, je récapitule pour premièrement faire le constat que beaucoup de demandes sont exprimées en ce qui concerne l'émergence ou l'existence officielle des pouvoirs traditionnels dans nos sociétés modernes. Quand je parle de pouvoir traditionnel, je parle de représentation communautaire, d'une part, je parle de représentation culturelle, d'autre part, et je parle de représentation sociale, d'autre part. Donc la composante religieuse, d'une part, et la composante communautaire au sens groupe ethnique, d'autre part, et la composante sociale au sens des représentations des groupements socio-professionnels sont les trois représentations qui manquent à la structure de l'État. Et à entendre Dani et à entendre Bokar, on se rend compte que aujourd'hui, à la différence de la période de la colonisation, l'État moderne en Afrique ne nie pas l'existence de ces sociétés traditionnelles de façon générale, mais plutôt s'en accommode sans lui donner une véritable place, une véritable existence officielle. Et les sociétés traditionnelles elles-mêmes se retrouvent aujourd'hui en auxiliaire de l'État moderne, plutôt pour accompagner l'État, soutenir l'État, conforter l'État, plutôt que véritablement être là comme un obstacle en termes de groupe de pression de l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est clair qu'il y a un clientélisme qui naît dans les rapports État et société traditionnelle, de façon que, comme on l'a vu par exemple, les familles fondatrices de Bamako, les Touré d'une part, les Nyaré plus les Dravé, se sont toujours maintenus aux côtés de l'État, ont accompagné l'État et n'ont jamais contrarié l'État, même au moment les plus difficiles. Je renvoie par exemple à la veille du 26 mars 1991, qui correspond justement au renversement du régime Moussa Traoré. Je rappelle également la veille de janvier, février, mars 2012, où le président Amadou Toumani Touré lui-même, qui s'est fortement appuyé sur ces sociétés traditionnelles-là, a lui-même chuté à la suite d'un coup d'État militaire. C'est aussi le cas de Ibrahim Boubacar Keïta en 2020. Donc, on peut se poser la question de savoir véritablement quel est le rôle, la mission, quels sont les rôles, les missions de ces sociétés traditionnelles, notamment aux côtés de l'État. Est-ce que ce sont des supports de l'État d'une part, ou est-ce que ce sont des auxiliaires de l'État? Est-ce qu'ils ont véritablement un pouvoir? Quelle est l'étendue de ce pouvoir-là? Donc, je donne la parole à Bokar 5 minutes et Mex réagira avant que l'on revienne donc au space. Bokar Sangaré. Bon, Mex peut-être pour un commentaire. Bokar, tu es là? Mex peut y aller, je vais réagir. Mex pour un commentaire. Oui, bonsoir tout le monde. En fait, les idées se bousculent tellement dans ma tête que je ne sais pas comment les ordonner, mais je vais essayer de le faire pour être synthétique. D'abord, Maître Konaté, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, peut-être en vous basant sur le cas du Mali, mais qui n'est pas exact sur le cas du Burkina. Quand le colon français est arrivé en Haute-Volta, il a trouvé la cohabitation de deux types de sociétés. Les sociétés organisées en royaume, comme le royaume, comme les 4 royaumes aussi, et les sociétés qu'ils ont dit acéphales, parce que il y avait pas un roi, il y avait pas le même type de structure hiérarchique pyramidale dans ces sociétés-là. Moi, je suis issu de l'une de ces sociétés-là. Et vous savez ce que le colon blanc a fait, français a fait en Haute-Volta. Dans les régions comme la mienne, le sud-ouest, l'ouest globalement, il a créé ce qu'on appelait les chefs de canton.
qui était l'équivalent d'un certain niveau hiérarchique dans le royaume Mossi, pour servir de relais avec la population qui ne comprenait pas français. Donc, contrairement à d'autres pays peut-être, je ne sais pas comment ça s'est passé ailleurs, mais au Burkina, non seulement la colonisation française s'est appuyée sur les royautés existantes, donc sur les autorités coutumières existantes, mais là où il n'en existait pas sous forme hiérarchisée, ils en ont créé. Mon grand-père, par exemple, a été désigné par le colon comme chef de canton du Djibougou. Alors que chez les Dagari, il n'y a pas de roi. Il y a juste un chef des terres et il y a un chef des fétiches. Il y a pas de roi chez nous. Donc, et tout système d'exploitation trouve plus d'intérêt à avoir affaire à un système hiérarchisé qu'à un système horizontal. Donc, la colonisation française n'a pas détruit la chefferie Mouaga au Burkina Faso. Au contraire, elle a essayé de la répliquer dans les sociétés acéphales. Ça, c'était une précision historique qui a toute son importance pour la suite. Deuxièmement, dans nos pays, vous remarquerez que tous les sujets de fond sont qualifiés de sujets sensibles, c'est-à-dire de sujets tabous. Il faut pas en parler. Il y a eu 2 commissions constitutionnelles au Burkina Faso depuis 2015. Les 2 ont proposé de créer un statut officiel aux chefferies coutumières et religieuses. Les 2, ils ont refusé parce qu'ils préfèrent continuer à évoluer dans le clair-obscur. Et j'en terminerai par là. Vous savez qu'au Burkina Faso, le terrorisme a commencé dans le Soum. Et ça a commencé avec Malam Ibrahim Dicko, qui a créé Ansarul Islam, qui est aujourd'hui affilié à Jenim. Pourquoi dans le Soum? Parce que le Soum, c'est une région purement Peul, où il y avait la chefferie Peul qui était là, qui est très structurée, et la société Peul est une société très hiérarchisée, où il y a encore quelques reliquats de la structuration entre maîtres et esclaves qui persistent dans cette société-là. Et Malam Ibrahim Dicko, c'est ce que les sociologues de gauche ont appelé pudiquement dans les années 70 cadets sociaux. OK? Et son discours au début, quand vous l'écoutiez, c'était plus un discours révolutionnaire qu'un discours islamiste. Et ça explique beaucoup de choses dans le terrorisme au Burkina Faso. Je ne sais pas dans les autres pays, mais au Burkina Faso, cette révolte d'une partie des populations qui accusent les chefferies coutumières et religieuses d'être les complices du pouvoir central qui les a abandonnés, globalement de les avoir vendus au pouvoir central, est une des clés de compréhension du terrorisme au Burkina. Donc, moi, je ne sais pas si la bonne solution, c'est de les éradiquer comme c'est Couturé l'a fait en Guinée, ou si, comme Dani disait, de s'appuyer sur eux, y compris sur le découpage administratif de nos territoires. Je ne sais pas quelle est la bonne solution. Mais ce qui est sûr, c'est que ces gens-là, et j'en connais quelques-uns, qu'ils me pardonnent s'ils ont des envoyés ici qui me écoutent, parce que je discute avec beaucoup d'entre eux au Burkina, ils préfèrent rester dans l'informel, c'est-à-dire avoir tous les avantages, tous les privilèges, mais ne jamais assumer de responsabilités. Regardez aujourd'hui au Burkina Faso, hier, les chefferies coutumières, à force que les gens se plaignent de leur silence, alors que c'est eux qui sont sortis pour s'interposer entre Damiba et Ibrahim Traoré, à force que les gens soient scandalisés de leur silence depuis, et le seul qui a osé leur rappeler qu'il fallait qu'ils fassent le service après-vente de la décision qu'ils ont vendue au Burkinabé, c'était le docteur Ablas Ouedraogo, l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien directeur de l'OMC, etc., qu'ils ont réquisitionné de force à 70 ans pour aller l'humilier, soi-disant au front, mais en réalité dans un camp de torture. Et à force que, avec ce qui s'est passé aux assises, et surtout après la libération kidnapping de votre collègue, maître Guy Hervé Kam, et du lieutenant-colonel Zungrana hier, ça a été un tel tollé qu'ils ont été obligés de faire une déclaration. Je vous enverrai la vidéo sur WhatsApp et puis vous verrez comment vous pouvez la publier sur Facebook, juste que vous avez payé la pastille bleue pour faire des longs posts. Donc, moi, je ne sais pas quoi penser de ces gens-là. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ne sont pas pour la transparence. Et je ne sais pas pour que les pays qui les ont institutionnalisés
les ont amenés à être transparents dans leur fonctionnement et dans leur rapport avec l'État moderne. Je n'en suis pas du tout sûr. Merci. Merci beaucoup, Max. Bokar nous en parlera sans doute. Quand on dit qu'ils ne sont pas transparents, généralement, la tendance Peul, qui est en rapport avec la religion islamique, est transparente dans la mesure où ils revendiquent l'imam. Les chefferies religieuses, du moins, ils les revendiquent et ils exercent pleinement, ce qui fait qu'il y a des localités du Mali d'ailleurs où ils sont soupçonnés de collusion justement avec les gens qui prennent les armes. Donc, dans l'ordre, il y a un certain nombre de demandes de parole. Sarah Diane Fouda a demandé la parole, Amine a demandé la parole et Tchoufa nous a rejoint, il prendra la parole en troisième. Sarah. Bonsoir maître et bonsoir à tous. Alors moi je ne comptais pas intervenir, mais vraiment j'ai du mal à tenir en fait. Depuis que je vous écoute, beaucoup d'intervenants abordent la question par le prisme institutionnel ou organisationnel. Mais moi j'aimerais savoir quel est exactement et très concrètement le contenu de la chefferie. Parce que si on regarde les choses, actuellement le leadership africain est défini par le pire. En fait, on va même dire par les pires. Parce qu'on peut dire. C'est une question de personne. Le contenu, on le connaît. Et d'ailleurs, c'est tant du point de vue politique que dans l'entreprise. Hein. Le contenu, c'est la corruption, l'autoritarisme, la misogynie, l'exploitation des peuples, etc. On va pas revenir dessus. On connaît tous. Et d'ailleurs, la planète entière connaît. Nos gouvernants, en fait, ils sont, d'ailleurs, ils le disent, pour la plupart, ils lisent Le Prince. Certes, c'est bien, mais Le Prince, c'est pas la chefferie. Sauf que moi, depuis que j'entends des éloges de l'institution, des institutions traditionnelles, moi, vraiment, je me pose une question. Quel est exactement le contenu de la chefferie? On a vu, alors justement, je sors d'un space magistralement bien mené et tenu par Amine sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, lorsqu'effectivement Mandela est arrivé, a laissé entrevoir un modèle de leadership africain qui était notamment basé sur la philosophie Ubuntu. Du moins, il l'a promu. Qu'est-ce qu'il en a fait? On ne sait pas. Enfin, on peut chacun avoir un jugement dessus, mais en tout cas, il y avait une direction. Moi, j'aimerais bien que l'on me dise, ces chefferies, ces pouvoirs traditionnels dont on parle, quel est exactement le contenu? En termes de style de leadership, c'est quoi ces objets-là? Parce que pour le moment, on va parler d'un point, on va toujours parler du point de vue organisationnel ou institutionnel, mais pour le moment, on ne sait toujours pas quelle est la différence qu'ils apportent. Donc, si les intervenants que j'ai écoutés, qui semblent bien calés sur la question, peuvent y répondre, je pense que ça servirait à tout le monde et d'abord à moi. Merci. Si, merci beaucoup, Sarah. Je pense que vous allez rester là pour entendre les réponses qui vont vous être proposées par un certain nombre de personnes. Amine avait demandé la parole. Bonsoir, maître. Et bonsoir, Max, Dani, avec qui on était tout à l'heure, Bokar, Sarah, on était avec tout à l'heure aussi. Non, moi, je suis venu parce que le débat sur tradition, us, coutume en Afrique, je pense, disons-le, ça, il m'énerve particulièrement. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Voilà. Donc, je disais, moi, cette question, en fait, m'embête très largement parce que j'ai l'impression que elle ne vient pas de nous. En fait. C'est vraiment cette impression qui m'habite depuis quelque temps. À force d'écouter des débats, de voir aussi des émissions sur YouTube autour de ça, de lire ici et là des écrits sur la nécessité apparemment nouvelle d'intégrer entre griffes des traditions, entre griffes des us, entre griffes des coutumes, entre griffes un modèle ou des modèles anciens. J'ai commencé à me demander mais d'où ça vient, parce que il y a quelques années, et je suis quelqu'un d'extrêmement curieux qui passe tout son temps, la moitié de ma vie c'est lire, je ne me souviens pas qu'il y avait autant de débats, autant de questionnements et autant de désirs en fait de revisiter le passé et de l'intégrer dans des modèles de gouvernance, spécialement dans l'espace francophone. J'ai donc commencé par chercher. La première question que je me suis posée, c'était celle de savoir
si dans les années 60, 70, on avait un débat pareil, eh bien, je me suis rendu compte que dans ces années-là, qui étaient les années de libération, les débats étaient différents. Les débats étaient essentiellement autour des modèles économiques. Les débats étaient aussi autour des modèles plus ou moins politiques. Mais l'économie était au centre du jeu, et puis forcément la question du développement, la question de la formation, de l'éducation, etc., etc. Puis, on est passé à un autre débat dans les années 90, qui était le débat autour de la démocratisation. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis, finalement, il y a 5-6 ans, on est passé subitement à un débat autour des questions de retour aux sources. Et je me suis donc demandé, mais qui instigue ces débats, finalement? Les débats autour des questions économiques dans les années 60, c'était les Européens qui l'avaient conduit en Afrique. Les débats autour de la démocratie dans les années 90, c'était encore une fois les Européens qui l'avaient conduit. Et les débats autour de la question de retour aux sources, c'est peut-être pas les Européens, mais c'est d'autres Européens, c'est-à-dire les Russes, qui sont en train, d'une certaine manière, d'utiliser des proxys africains pour l'instiguer. Et donc, je me suis dit, mais finalement, ça fait 60 années, donc quasiment 6 décennies, et les gros débats ne sortent pas nécessairement de nous. Ces gros débats, quand on parle d'impérialisme, ça vient d'ailleurs. Quand on parle d'anti-impérialisme, c'est instigé aussi de l'extérieur. Quand on parle de démocratie, c'est instigé visiblement de l'extérieur. Quand on parle de retour aux sources, c'est aussi, comme disent les anglo-saxons, power, c'est-à-dire soutenu par une puissance qui est extérieure. On a l'impression que c'est un débat qui est à nous, c'est qu'on essaie de le récupérer, mais si on essaie de remonter à ses origines ces 6-7 dernières années, ce débat est apparu brutalement sur la scène publique africaine avec l'immixtion de la Russie dans les affaires des pays francophones d'Afrique. Donc, est-ce qu'il est, et on le voit, avec des groupes de personnes qui sont super organisées, qui disent qu'elles sont panafricanistes, qu'elles appellent à un retour aux sources, qui ne se cachent pas de soutien à la Russie, ou du soutien de la Russie, ou des proxys de la Russie, par exemple. Et nous, on est contents. Du coup, on se retrouve en train de discuter autour d'un débat qui est piloté totalement de l'extérieur. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je pense que les uns et les autres vont réagir sur ce que dit Amine. Mais Amine, incontestablement, comme la veille des indépendances, il y a eu le soubresaut d'une prise de conscience. D'abord une prise de conscience noire et africaine pour réagir vis-à-vis de l'expression d'un impérialisme coloré blanc d'une part et d'un impérialisme culturel. Souviens-toi que pendant très longtemps, on a essayé de faire voir aux gens que nos ancêtres étaient gaulois. Ça paraît très rigolo aujourd'hui quand on le dit, mais à l'époque des gens qui étaient là, véritablement, il pouvait y avoir un choc. Il faut se rappeler simplement tout ce mouvement de prise de conscience via la littérature et via l'expression écrite, et qui a permis aujourd'hui de mettre en avant que les peuples d'Afrique étaient aussi des peuples au même titre que d'autres, que la civilisation africaine n'était pas forcément venue de nulle part, et que l'homme noir devrait aussi exister, et ce mouvement de prise de conscience a créé un phénomène qui s'est poursuivi justement dans un contexte et dans un cadre de panafricanisme. Voilà le contexte des indépendances. Par la suite, les choses se sont relativement estompées, mais il y a quand même un certain nombre de sociétés profondément traditionnelles qui ont eu toujours cette détermination à faire valoir des langues. Je pense notamment aux langues bantoues, aux langues mandingues et même à la langue arabe. Et deuxièmement, toute la civilisation qu'il y a derrière ces langues et derrière ces cultures. Je ne suis pas toujours sûr que ces mouvements de prise de conscience et d'expression de soi soient venus toujours de par ailleurs, nonobstant le fait que tu as évoqué en même temps la démocratie, que ces mouvements-là, je suis tout à fait d'accord que la démocratie est une quête qui est venue d'ailleurs.
Mais quand on regarde aujourd'hui les peuples Nko, et l'Nko, c'est une expression lexicale aujourd'hui, derrière laquelle il y a toute une culture et toute une civilisation propre aux sociétés mandingues, qui ont besoin et envie de parler leur langue, qui ont besoin et envie d'avancer leur culture, et qui ont besoin et envie d'apparaître d'abord comme des gens de leur culture avant d'être des gens de culture d'ailleurs. Ce mouvement de prise de conscience, il est réel aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que la commande soit venue simplement de l'extérieur, mais je pense qu'ici, un certain nombre de personnes sont ici, ils exprimeront sans doute leur opinion là-dessus. Je donne la parole donc à Kyung-Fang sur ce sujet-là. Kyung-Fang. Oui, bonsoir maître, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ça va, merci beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais d'emblée évoquer le cas du Cameroun, qui est intéressant et qui va rejoindre des choses qui ont déjà été dites, avec une singularité. Donc les chefferies, effectivement, mini-monarchie, on peut utiliser ces termes-là. Il y a une intervenante qui demandait pour le contenu, c'était des mini-monarchies. Qui n'existait pas sur toute l'étendue du territoire. C'est la même histoire un peu partout en Afrique. On a fait un territoire avec des structures différentes, mais le plus important, c'est qu'effectivement, les monarques locaux ont été transformés en auxiliaires d'administration. Là, ça n'existait pas, on en a créé. Mais la première séquence qui est importante, c'est que le Cameroun dont on parle était un territoire sous tutelle. C'était pas une colonie appartenant à l'Allemagne par le passé, donné sous mandat par la Société des Nations aux deux vainqueurs de la Première Guerre mondiale, principaux, donc l'Allemagne et la France. Il est resté sous tutelle tout le temps, même au moment où c'était l'ONU qui avait pris le relais. Il y a donc des Camerounais révolutionnaires, parfaitement au courant des textes, ça a toujours existé. Il y a eu, pendant l'époque coloniale allemande, déjà des soubresauts de rébellion. Donc un prince, donc fils de chef Douala Moundabel, qui a été pendu pour finir, mais qui revendiquait déjà de meilleurs traitements pour les indigènes. Mais après lui, donc à la veille, l'avant-veille des indépendances, il y a eu Oumniobé, qui est une figure emblématique, avec dans son sillage Ernest Ouandji, Mounier et autres, qui réclamaient l'autonomie, du moins l'indépendance complète du territoire qui était sous tutelle. Ceux-là ont été sacrifiés par effectivement l'administration coloniale, mais derrière par le gouvernement qui a pris la place. Les chefferies sont devenues des auxiliaires du pouvoir. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, effectivement, en devenant des auxiliaires, elles ont quelque part perdu le rôle de neutre qu'ils auraient pu avoir, puisque finalement, parti unique, c'est tout le monde qui est dans le parti, on fait multipartisme, finalement, les chefs sont utilisés par le parti au pouvoir. Et il y a des endroits où ça s'est mal passé. Mais, en définitive, ces mini-monarchies, en fait, aussi sont exploités, puisque le pouvoir qui veut s'adjoindre tout le monde a aussi surfé sur la vague qu'on dit tribaliste. Il faut savoir qu'à la base, au départ, les sociétés ne l'étaient pas. Les sociétés étaient ouvertes et les sociétés avaient tendance, en fait, à accepter l'étranger. Aujourd'hui, le pouvoir a joué sur cette fibre-là, en pur clientélisme, pour ériger des barrières qui n'existaient pas. Dans le cas particulier du Cameroun, je voulais aussi dire que il y a des sociétés culturelles, même si, j'insiste sur un point, la tradition est dynamique. Elle est dynamique, elle n'est pas figée. Tout n'est pas bon dans la tradition. Je suis ouvert au débat pour la continuer à la réformer comme le faisaient avant les gardiens de la tradition. Sauf que dans cette mise à l'écart des monarques par un pouvoir central qui veut contrôler tout, et qui a toujours voulu tout contrôler, qui a instrumentalisé, qui a agi sur la fibre tribaliste pour que ça l'arrange. Il y a une autre chose qui est importante à dire aussi, c'est qu'effectivement, le colon, quand il a approché la majorité de ces sociétés-là, n'a pas essayé de rayer ce qu'elles étaient, parce qu'il a compris. Et c'est très intéressant d'un point de vue de la religion, parce qu'effectivement, le Cameroun est particulier, parce qu'on a eu aussi des vagues et des invasions, y compris musulmanes qui ont où on a conquis. Donc on a des lamidas, on a un sultanat en fait. Aussi on a donc et puis mais il y a la tradition chrétienne. Par contre, quand on rentre dans la tradition, dans les zones chrétiennes où existaient les monarchies, on se rend compte qu'effectivement, parce que c'était des monarques qui avaient leur spiritualité à eux, que le peuple ne vivait pas. C'est une des particularités de l'Afrique sur laquelle je pense qu'on reviendra un jour. Donc le colon a réussi à conquérir
le peuple qui ne vivait pas de spiritualité, en fait, qui était le privilège des gardiens de la tradition, et a converti le peuple sous le regard des gardiens de la tradition qui n'y ont pas trouvé quelque chose à redire parce que ça ne gênait pas ce qu'ils étaient. Et pour preuve, on leur a pas imposé du tout d'utiliser un nom de Dieu chrétien parce qu'ils en avaient déjà. Donc c'est ça des particularités aussi. Tout ceci pour dire à la fin que l'État central, même s'il dit aujourd'hui faire la décentralisation, en fait, parce qu'on a deux administrations qui cohabitent, donc une du pouvoir central avec les gouverneurs, préfets, sous-préfets, à la française en fait, c'est exactement la même chose, et puis des collectivités territoriales dites décentralisées, mais auxquelles l'État cède ce qu'il veut bien céder, avec une autre notion. C'est pour ça que j'insistais en disant le problème, c'est que les fils et filles de ces cultures ne les connaissent pas parce qu'elles ne sont pas enseignées, parce qu'elles ne sont pas, donc les gens s'en accommodent, font comme ils pensent, mais ce n'est pas ce qui est parce que c'est pas connu, même si je suis pour la réforme, mais ce qu'on fait ne correspond à rien du tout. Et donc je disais, donc on fait se cohabiter deux administrations, même si le pouvoir central reste toujours très fort, et dans le cas particulier du Cameroun, mais ça peut exister ailleurs, dans la notion dans la Constitution, on n'en a pas eu beaucoup. Donc on en est à la troisième version, on va dire. Et bien dans cette troisième donc on a introduit la notion d'autochtone. J'ai entendu ce mot-là aussi, qui a priori a du sens, mais on a introduit une notion que le législateur n'a pas définie. Donc, je dirais aussi de nouveau vis-à-vis de l'État central qui fait ce qu'il arrange pour garder le pouvoir, en fait, eh ben il a introduit des notions qui aujourd'hui sont utilisées simplement pour dire ben voilà, parce qu'on est entre guillemets autochtone, on a le droit, on a accès comment je dirais, au gâteau national, j'appellerais ça comme ça. Et donc, quelqu'un l'avait dit avant, il n'y a pas eu de chambre, à proprement parler, de chef, comme ça a été fait pour le Nigeria ou pour le Ghana. Par contre, il y a deux chambres, la chambre haute et la chambre basse qui sont créées, le Sénat et l'Assemblée nationale. Et c'est au Sénat qu'on trouve de temps en temps un représentant traditionnel, mais parce qu'il est nommé par le président, même si c'est un mandat électif, mais il y a une partie, il y en a qui sont nommés, il y en a qui sont élus. Donc on en trouve quelques-uns, mais d'une manière générale, devenus auxiliaires de l'État, parce qu'ils ont une rémunération comme auxiliaires de l'État, ils ont tendance en fait à appliquer ce que l'État central leur demande de faire. Ceux qui y résistent sont très peu nombreux aujourd'hui, très peu nombreux. Donc le problème qu'il y a, moi je dirais, c'est pas que et je ne suis pas d'accord avec le discours qui voudrait que la quête de la source soit imposée de l'extérieur, parce que je pense qu'effectivement les gens sont en recherche parce que les modèles actuels n'ont pas donné de résultats. Ça ne veut pas dire que retourner dans le passé signifierait reprendre tout à l'identique, mais il y a bien une quête, et une recherche et des personnes qui se questionnent. Et là, je dirais qu'effectivement, il faudrait faire ce que j'appelle moi les états généraux de l'histoire, de la culture et des traditions. Mettre tout sur la table et trouver le pot commun qui va permettre d'asseoir la fondation. Parce que le problème finalement qui se pose, c'est que ce sur quoi on est en train de bâtir, ou qu'on a essayé de bâtir jusqu'à présent, on parle de modèle économique et autres. En Afrique, on ne parle pas, on n'a pas tendance à parler de gauche-droite comme on parlerait ailleurs dans le monde, ou de socialiste. Le libéralisme, il est partout. Mais je vais dire, c'est des choses qui n'ont pas nécessairement un ancrage local ou qui permettent de se positionner. Donc, je suis d'accord que l'Afrique a sa voix à proposer au monde. Et je suis encore plus d'accord que dans la gestion des nombreux conflits qui existent, il va falloir trouver ce qui existait déjà dans les cultures. Les modernes, on parle de l'arbre à palabre tout le temps, mais dedans, je suis convaincu que c'est là-dedans qu'on devrait trouver les voies et moyens de s'entendre entre frères et sœurs. Parce que sinon, la guerre, elle coûtera beaucoup plus cher que la paix. Elle va nourrir les mêmes personnes qui ne sont pas le peuple. J'en ai terminé. Merci, Tchoufan, et vous resterez sans doute avec nous, parce que je pense que le débat s'anime, et comme je l'ai dit au début, l'ouvrage de Bokar est un pis-aller pour nous, pour entamer ce débat qui est vaste. Et en termes de contenu, tout à l'heure, Sarah se posait la question de savoir quel était le contenu, c'est parce qu'elle est venue un petit peu en retard lorsque j'étais en train de dire que finalement, la problématique de la tradition
et pour moi, tradition, us, coutume, je mets tout ça dans les sociétés traditionnelles ou traditionnalistes, prendre en compte 3 facteurs essentiellement. C'est d'abord le facteur social en tant que tel, qui donc concerne les rapports humains dans le cadre d'une société d'hommes. Et le deuxième élément concerne justement les problématiques ethniques et communautaires, c'est-à-dire nous pris dans nos ensembles communautaires donnés. Et troisièmement, l'autre élément de la tradition, c'est quand même la religion, le culte en tant que tel, et le culte prenant en compte les religions que nous connaissons, qui nous sont venues de l'extérieur, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, ou que ce soit même la religion juive, et qui sont venus trouver d'autres religions, c'est pour ça que je parle de culte. Donc ces 3 éléments constituent la problématique traditionnelle, et ce sont ces 3 éléments qui, aujourd'hui, ces 3 éléments ont été incarnés par un certain nombre de représentations sociales chez nous. Vous avez parlé, vous, de mini-monarchie, on peut parler de royauté ou de mini-royauté, on peut parler d'empire. Toujours été dit que nos sociétés ont existé suivant des formes organisationnelles qui ont été souvent balayées par le système de la traite, par l'esclavage et par le système de la colonisation. Et véritablement, vous l'avez si bien rappelé qu'il y a une quête de beaucoup de choses. Et la question, il faut la ramener au plan politique, c'est ce qui nous parle très vite, au plan institutionnel et au plan de l'État, notamment au plan de la structure. Mais on peut encore aller plus loin. Vous avez parlé tout à l'heure de la question de la justice aujourd'hui, et quand vous voyez les relents que prennent la justice internationale, qui a vocation, au nom de l'universalité aujourd'hui, pour aller appréhender des questions infractionnelles liées à la violation des droits de l'homme et des crimes de base qui sont poursuivis justement par une justice internationale qui elle-même n'a pas de socle africain, tout ce combat aujourd'hui du libéralisme et du allibéralisme dans le cadre de la démocratie, quand vous prenez aujourd'hui des sociétés issues des pays de l'Est aujourd'hui qui demandent justement à mettre en place des systèmes de démocratie, mais des systèmes de démocratie populaire qui mettent en avant aujourd'hui des sociétés qui prônent l'intérêt collectif avant les intérêts individuels et qui peuvent avoir aujourd'hui un certain nombre de restrictions sur des problématiques telles que la liberté, telles que les droits qui souffrent, telles que la question de l'égalité. Donc tout cela aujourd'hui, y compris dans le domaine de la culture aujourd'hui, quand vous regardez, nos musiciens aujourd'hui vont aller piocher leur socle musical plus loin au fin fond de notre continent, plutôt qu'ailleurs, même si encore ils sont en possession des instruments modernes. Moi, j'ai été toujours estomaqué justement de voir les grands concerts qui utilisent encore des instruments qui viennent profondément du fin fond de l'Afrique, et tout cela concourt justement à cette quête manifeste de retour sur soi, de reconnaissance de soi et surtout d'une dynamique. Je pense que c'est Senghor qui a eu raison là-dessus, à nous parler par exemple de la civilisation de l'universel, une civilisation dans laquelle on ne refute pas ce qui vient des autres, si tant et si bien que on est installé dans ces civilisations-là, mais nous aussi, on apporte quelque chose, et quelque chose de puissant, justement, pour aussi marquer notre place et notre espace dans cette civilisation de l'universel. Merci pour ce débat qui nous a permis donc de réfléchir sur la problématique de l'État en tant que structure, en tant qu'institution, et de l'impact que peut avoir donc les traditions, les us et les coutumes. Merci beaucoup à tous et bonne nuit. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.